projets complexes qui va démarrer dans 1 minute. Bonjour à Barbara, bonjour à Isabelle, bonjour à Catherine. Et si vous m'entendez, vous pouvez me mettre juste un petit mot rapide sur le chat pour me confirmer que vous m'entendez. Bonjour Antoine, rebonjour et bienvenue. Donc voilà, démarrage dans 1 minute de ce 4e webinaire sur les projets complexes. On va attendre que tout le monde se connecte. Bonjour Anne, bienvenue. Alors, on entend, c'est parfait, très bien. Bonjour Céline, que j'ai eu au téléphone également. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire sur les talents indispensables pour réussir vos projets complexes et ambitieux. Alors, encore 2-3 secondes avant de démarrer. On va laisser le temps à chacun de se connecter. Voilà, donc je vois que c'est en train d'arriver. Bonjour, donc si vous pouvez me mettre un petit mot dans le chat pour vérifier que ça fonctionne et me confirmer que vous m'entendez bien. Oui, c'est le 4e opus d'une série sur les projets complexes et ambitieux. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de voir comment vous aider à trouver les talents qui vont vous permettre de lancer et de réussir vos projets complexes et ambitieux. Alors, pour commencer, j'ai cette petite image de montagne. Vous avez compris, je suis un passionné de montagne et j'ai envie de vous demander, en fait, quel est votre Everest à vous? Alors, avant que vous ne me répondiez, je vais vous passer une autre diapo, mais juste pour vous illustrer mon propos, en fait, ça, c'est, vous me voyez sans doute ici, là, c'était au sommet de l'Elbrus, à 5600 mètres d'altitude. C'était en avril 2019. Et donc, oui, d'une certaine façon, le fait de gravir les montagnes m'aide quelque part à m'engager et à réussir dans les projets complexes. Mais c'est un sujet que je fais depuis des années, depuis que je suis, je dirais presque tout petit. C'est pas un hasard si j'ai appelé ma société Apollo Conseil en lien avec ce programme Apollo qui a conduit l'homme sur la Lune. C'est qu'effectivement, c'était un projet très complexe. Alors, j'ai envie de vous poser 3 questions pour commencer et s'il vous plaît, si vous pouvez indiquer dans le chat vos réponses à ces 3 questions. C'est d'abord, quel est votre business, votre métier, votre expertise, si tant est qu'il y en a une ou un. Quel est votre obstacle numéro 1 pour avancer sur la recherche de talent pour vos projets complexes? Voilà. Et peut-être aussi, quelle est l'échéance? Est-ce que c'est une échéance de maintenant? Est-ce que c'est dans les prochaines semaines, les prochains mois ou les prochaines années? Et si vous pouvez me mettre tout ça dans le même message chat, ce sera parfait. Et le but pour moi, bien évidemment, c'est d'essayer de vous répondre, on va dire, de la façon la plus personnalisée possible. Donc, on va vraiment prendre le temps, avant de démarrer, de balayer un petit peu toutes vos attentes. Alors, bonjour à Kauter et bienvenue. Bonjour à Magdalena qui est arrivée. Bonjour à Sophie, voilà, que j'ai contacté également. Thierry, bienvenue. Voilà, donc je vous le redis, c'est si vous pouvez répondre à ces 3 questions dans un message chat et me dire quel est votre obstacle numéro 1, surtout pour avancer dans cette question des talents, de l'identification des talents pour vos projets complexes et à quelle échéance. Alors, Isabelle, donc logistique internationale, Sophie, le recrutement, Céline, psychologue de l'habitat et obstacle, l'énergie. Alors, l'énergie, je pense que c'est l'énergie personnelle plutôt que l'énergie du bâtiment. Il faudra me repréciser, mais je pense que ça doit être ça. Voilà, l'énergie personnelle. Alors, est-ce que vous pouvez également m'indiquer votre obstacle numéro 1, vraiment du moment, par rapport à cette question des talents pour vos projets complexes? Alors, tout le monde ne s'est pas encore exprimé, donc je vais laisser chacun le temps de répondre. Bien, en même temps, je souhaite la bienvenue à Marie, Jean-François, Mast, bienvenue. Alors,
Donc, Kauter, service aux personnes âgées, problématique de recruter, valider les compétences, plus trouver les bons associés. Barbara, trouver une entreprise pour travailler sur un sujet complexe. Ah, effectivement. Donc, Kauter, on a échangé un petit peu, mais si je reformule, c'est vraiment dans le domaine des services aux personnes âgées, et je crois que, comme tu es vraiment en mode start-up, c'est à la fois de recruter des personnes qui correspondent à cette activité des personnes âgées, qui sont suffisamment engagées, qui ont vraiment envie d'y aller et qui ne font pas, on va dire, défaut au faux bon au dernier moment. Et puis, trouver les bons associés au sens où, effectivement, ils vont partager les valeurs de ce domaine, ils vont partager tes propres valeurs, Kauter. Et donc, effectivement, je pense qu'on avait parlé de ça avant le webinaire. Alors, dans l'ordre, Barbara, trouver une entreprise pour travailler sur un sujet complexe. Donc oui, effectivement, on peut penser qu'il y a de plus en plus de projets complexes en entreprise, avec notre société, on va dire, mondialisée et interconnectée. Mais pour autant, est-ce que ces entreprises nous font confiance, vous font confiance pour travailler sur ces sujets complexes? Ça, c'est une autre chose. Donc, j'imagine que c'est un petit peu ça. Mélissa qui nous dit bonjour. Donc, du coup, Mélissa, si c'est possible, de compléter, comme tout le monde, la réponse à ces 3 questions, votre business, votre métier, votre expertise, et votre obstacle numéro 1 pour avancer sur ce thème d'aujourd'hui qui est la recherche des talents pour vos projets complexes. Et puis, peut-être l'échéance qui est importante pour vous. Oui, Kauter, chercher les bienveillants, effectivement. Donc ça, c'était important de repréciser ça. On va dire des collaborateurs et des associés bienveillants qui partagent cette bienveillance qui est importante vis-à-vis de votre public, de ton public, Kauter. Anne, donc mon métier accompagnement de la personne et des équipes en entreprise, trouver la bonne entreprise, effectivement. Je fais peut-être partie de ces talents difficiles à dénicher. En tout cas, pour moi, difficile de trouver la boîte qui me convient. Ben oui, effectivement, c'est presque aussi difficile, j'allais dire, pour une entreprise, pour un manager, pour un dirigeant, d'identifier les talents pour la complexité que quand on se sent talent adapté à la complexité, de trouver quelque part chaussure à son pied, de trouver le bon entrepreneur, le bon dirigeant. Et effectivement, vous avez raison d'être venu parce que d'une certaine façon, les messages que je veux passer aux dirigeants pour qu'ils puissent identifier les talents pour la complexité, eh bien, c'est quelque part, il y a un peu de la même chose dans l'autre sens. Donc Isabelle, consultant, trouver des partenaires allant dans le même sens d'une dynamique d'amélioration continue. Oui, et qui, on va dire, ont cette sensibilité, si je me souviens bien de notre échange, sur cette prise de recul par rapport à la façon d'aborder la logistique internationale, qui est un sujet complexe, il faut le dire. Alors, donc, Barbara, même difficulté pour trouver une entreprise. Oui, ok, même difficulté que Anne. Magdalena, en effet. Antoine, dans le cas d'un projet industriel d'habitat innovant, étoffer une petite équipe disposant d'une expérience commune assez intense, sans déséquilibrer celle-ci, l'éthique, le sens du bien commun et du collectif y revêtent une place déterminante, sans naïveté toutefois. Ok, profil de technicien-ingénieur en mesure d'appliquer et développer ses connaissances sur des champs probablement hors de son expérience professionnelle ou hors périmètre de son cursus. Ouf, échéance 5-6 mois, d'accord. Bon, on en a un peu parlé, Antoine. C'est vrai que quand on est justement dans cette logique de compréhension de la complexité, comme c'est votre cas, encore une fois, on se fait pas mal de... Peut-être qu'on se complique aussi un petit peu la vie dans la façon d'engager les liens avec les autres. On imagine peut-être aussi beaucoup ce que pensent les autres. Et c'est peut-être une des raisons qui font qu'on se met des freins tout seul. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est peut-être bien de me repréciser. Donc, Jean-François Mast, bonjour à toutes. Construction en mode EPC, traitement de déchets. Alors, il faudra me repréciser ce que c'est en mode EPC, je ne me souviens plus. L'expertise recherchée est ingénieur généraliste, mais avec un engagement réel sur les projets complexes. Très bien. Alors, du coup, peut-être c'est intéressant, Jean-François, de préciser quel type de projet complexe. J'ai vu que c'était des projets clés en main, et ça vaudrait peut-être le coup de préciser quelle nature de projet complexe, si c'est possible. Ok, engineering, procurement, construction. D'accord, ok.
Donc, alors je comprends qu'il y a, on va dire, procurement, c'est, faire appel à tout un tas une chaîne de valeur ajoutée, une chaîne de sous-traitance, qui est reliée tout entière et donc l'idée c'est d'avoir, enfin si je comprends bien, un processus de construction, qui tient compte, on va dire et qui fluidifie les relations dans toute cette chaîne de valeur ajoutée, j'imagine. OK, usine d'incinération. D'accord. OK, donc ça, c'est effectivement un sujet, complexe, un sujet, vraiment d'actualité. Céline: «Ma fatigue du moment vient du fait, comment installer une vision nouvelle de l'habitat?» Donc oui, effectivement, Céline, hein, cette vision un peu nouvelle, eh ben, quelque part, c'est pas facile de la faire passer et me semble-t-il, hein, dans ce qu'on avait échangé, je pense que si vous avez des freins par rapport à ce que vous croyez être la perception des autres sur cette vision, c'est peut-être que par le passé, vous avez eu un peu de difficulté, vous avez peut-être rencontré, on va dire, des personnes qui ne comprenaient pas votre vision qui était tellement innovante, tellement en décalage par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. OK. Alors oui, effectivement, Barbara me suggère une idée, possibilité de mise en relation entre ceux qui cherchent des talents et les talents en recherche. Ben oui, effectivement, vous pouvez tout à fait, si vous estimez que vous êtes présent à ce webinaire plutôt en tant que talent pouvant, on va dire, gérer la complexité, pouvant gérer des projets complexes, eh bien, c'est peut-être bien de le signaler. Alors, donc, un petit moment, j'ai oublié le prénom. Donc Mélissa, pardon, voilà, ça y est, Mélissa qui nous dit: «J'accompagne des dirigeants dans le développement de leur activité à 360. Le but de produire plus de richesse dans l'entreprise en aidant l'entrepreneur à devenir un gestionnaire d'entreprise et à engager les actions qui lui correspondent, spécialisées TPE, PME». Bon et du coup alors, même difficulté qu'Anne, trouver la bonne personne. Alors trouver la bonne personne, ce serait bien de me dire est-ce que c'est quoi? C'est une recrue pour vous, Mélissa? Là, j'ai pas bien compris quel est votre besoin. OK, alors en même temps que vous continuez à rédiger sur le chat, ce que je vous propose, c'est qu'on va avancer un petit peu sur le contenu et alors d'abord, je voudrais parler de qu'est-ce qu'on entend par projet complexe? Alors j'ai choisi cette image, que peut-être certains connaissent, hein, des grenouilles qui sont dans l'eau chaude, parce que oui, d'une certaine façon, c'est quoi un projet complexe? C'est un projet où il y a un grand nombre d'interactions, entre tout un tas d'éléments, des éléments, on va dire, techniques, humains, organisationnels, économiques et cette interaction entre ces éléments, chaque élément, on va dire, a ses propres règles du jeu et donc forcément, quand on a ces interactions, eh bien, ça devient comme une pelote de laine qui est très difficile à démêler et effectivement, comme on est, on va dire, dans une société qui est interconnectée, de plus en plus interconnectée, par essence, tous vos projets, tous nos projets deviennent de plus en plus complexes. Et ils nous mettent alors en quoi, en fait, ils nous mettent en difficulté ces projets complexes? C'est qu'en fait, ils nous mettent face à des paradoxes. Alors d'ailleurs, je me rends compte que je suis peut-être allé un petit peu vite en besogne. Non, c'est pas grave. Ils nous mettent en fait face à des antagonismes, on va dire. C'est, décortiquer en éléments simples versus garder suffisamment de recul, et enfin versus plutôt, comprendre l'interdépendance de ces éléments. Ça va être, à la fois regarder suffisamment en détail pour aller dans les niveaux de signaux faibles, pour capter les signaux faibles versus garder suffisamment de recul, pour, garder un cap. Ça va être, l'antagonisme entre le temps long de préparation et le temps court de l'action. Ça va être aussi un antagonisme entre ténacité et persévérance pour aller jusqu'au bout versus l'agilité et l'adaptabilité pour changer, pour prendre un virage au bon moment. Ça peut être encore l'antagonisme entre rationalité et la question des émotions et de l'intuition qui sont très importantes dans les projets complexes. Et puis enfin, ça peut être l'antagonisme entre audace, parce qu'il faut de l'audace pour y aller, et de la prudence, parce que si on est trop audacieux, eh bien, on va un peu trop loin. Alors,
Merci, mais comment? Je vois que les initiales des intervenants, on va compter sur Cyril pour nous trouver une solution. Oui, bien sûr, évidemment, je vous trouverai une solution. Celles et ceux qui sont d'accord pour être mis en relation, autrement dit, pour donner leur contact, on va dire mail déjà, hein, moi je n'ai que votre contact mail, et bénéficier des adresses mail de celles et ceux avec qui ils veulent être mis en contact, eh bien, à ce moment-là, je ferai un envoi mail, hein, à tout cela. Donc, mettez-moi peut-être dans le chat, oui, je suis d'accord pour donner mon mail, tout simplement. Ou OK mail, vous pouvez me mettre OK, OK mail, tout simplement. Voilà. Alors donc du coup, bah, effectivement, ceux qui réussissent à lancer ces projets et qui réussissent ces projets complexes, hein, c'est le message que je vous fais passer en bas de cette diapo, sont ceux qui savent combiner ces antagonismes. Et donc, le problème, c'est que ces experts, ils ne sont pas très nombreux et ils ne sont pas facilement identifiables au sein d'une organisation. Et bah, pour quelle raison? Parce que, d'une certaine façon, alors pourquoi j'avais mis cette grenouille? Du coup, j'ai un petit doute. Je pense que oui, voilà, c'est ça, l'antagonisme, c'est ça. C'est les grenouilles. Vous connaissez peut-être cette image des grenouilles qui sont dans l'eau chaude. En fait, si vous plongez des grenouilles dans de l'eau froide et que vous mettez à chauffer, eh bien, paradoxalement, les grenouilles ne vont pas sortir. Par contre, si vous les plongez dans l'eau bouillante, elles vont sortir. Et ça, c'était l'image qui était liée, pour celles et ceux qui connaissent, au paradoxe de l'homme qui s'enferme lui-même dans le réchauffement climatique. Alors, pourquoi ils ne sont pas visibles, ces experts en complexité? Parce qu'en fait, ces experts en complexité ne se considèrent pas comme des experts. Et c'est un peu à l'image de Socrate, hein, qui disait « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». D'une certaine façon, on peut dire que ces experts en complexité ont tellement de recul par rapport justement à cette complexité qu'en même temps, ça redonne une forme d'attitude d'humilité. Et cette attitude d'humilité les amène soit à se ranger à l'avis des autres, à considérer que leur approche qui est un peu différente, eh bien, elle n'est peut-être pas bonne, elle n'est peut-être pas si pertinente. Pourtant, ils ont déjà pu vérifier, on va dire, l'efficacité, la pertinence de leur approche originale dans la complexité, mais pour autant, ça leur semble tellement décalé et ils sont tellement dans une forme d'empathie et d'humilité par rapport aux autres que du coup, ils préfèrent se ranger aux autres. Alors, c'est ce qui fait que si vous cherchez des talents pour la complexité, eh bien, ils vont être relativement invisibles, ils vont se fondre dans la masse, en fait. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples de ce qui s'est passé dans certaines de mes expériences professionnelles par rapport à cette recherche de talent pour la complexité. Je voudrais parler d'abord d'un premier exemple dans l'automobile. J'étais à l'époque chez PSA Peugeot Citroën, qui est devenu Stellantis, en charge de définir les objectifs de coût des futurs projets véhicules de la marque Peugeot et Citroën. Or, toute la difficulté de cet objectif-là, de définir les objectifs de coût, des coûts de construction, hein, des coûts de fabrication de ces futurs véhicules, 5 ans, voire des fois 10 ans à l'avance, c'est de les définir suffisamment de façon ambitieuse pour assurer en quelque sorte la rentabilité de ces modèles, 5 ans ou 10 ans après, donc assurer la rentabilité du groupe. Mais en même temps, il ne fallait pas que ce soit trop ambitieux, parce que si c'était trop ambitieux, eh bien, j'avais en face de moi un directeur de projet avec des équipes de plusieurs centaines de personnes qui me disaient, mais écoutez, votre objectif est irréalisable, on ne pourra pas l'atteindre. Donc, à partir du moment où il y a un décrochement de la personne qui est censée accepter cet objectif par rapport à l'objectif qui est défini, eh bien, vous n'aboutissez à rien. Et qu'est-ce que j'ai fait en fait? Eh bien, j'ai décidé d'intégrer dans mon équipe, on va dire, de spécialistes des coûts des futurs projets véhicules, des personnes qui avaient justement cette compréhension de la complexité. Et notamment, j'ai intégré dans mon équipe une jeune femme qui avait un profil littéraire. Alors, c'était particulièrement osé dans un monde qui est plutôt réservé aux ingénieurs. Alors, qui plus est, quand on est vraiment sur l'aspect technique, hein, encore, on aurait été sur l'aspect commercial, peut-être que ça serait passé un peu plus facilement. Mais là, j'étais vraiment très, très iconoclaste. Et surtout, ce qu'avait cette jeune femme, c'est qu'au-delà de cette formation littéraire, elle avait cette capacité à naviguer un peu dans la complexité et à naviguer dans les contraires et les opposés. Elle, ça ne lui posait pas de problème. C'est ce qui faisait d'ailleurs qu'elle était rentrée chez PSA, hein, dans un monde automobile de technique et d'ingénieurs. Et elle est une de celles qui a le mieux réussi dans cette capacité à jongler entre, d'un côté, objectifs suffisamment ambitieux, de l'autre, pas trop ambitieux. D'un côté, suffisamment ambitieux, c'est-à-dire être
avoir vraiment beaucoup de recul par rapport à la technique, imaginer toutes les innovations qui pourraient arriver dans les années à venir et qui permettraient d'aboutir à vraiment des ruptures en termes de baisse de coûts, mais en même temps quand même avoir une bonne connaissance, une bonne compréhension de la technique automobile pour, malgré tout, pouvoir convaincre les directeurs de projet de la pertinence de ces idées, de la pertinence de la façon dont elles définissaient ces objectifs de coût. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme c'est elle qui a réussi, eh bien, le mieux, c'est un peu grâce à cette personne-là que j'ai pu former, j'ai pu faire progresser, on va dire, l'ensemble de mon équipe. Et c'est elle qui a été un peu l'inspiration, si on peut dire la muse, pour leur faire comprendre, leur faire toucher du doigt cette difficulté sur cette contradiction entre les deux dimensions de notre objectif. Alors, un autre exemple que je voulais vous évoquer, c'est un exemple dans l'architecture. J'ai accompagné en fait un cabinet d'architecture d'une vingtaine de collaborateurs et sa dirigeante avait vraiment le souhait, elle avait une équipe assez jeune, on va dire, mais avec des architectes qui étaient très orientés justement sur la technique d'architecture, avec quand même une très forte créativité, mais assez peu autonome sur, en tout cas pas assez autonome de son point de vue, hein, sur la dimension relation client. Et la difficulté qu'elle avait, c'est que quand ces architectes travaillaient avec leurs clients, eh bien, soit ils étaient, on va dire, trop à l'écoute du client et donc ils avaient tendance à prendre en considération des besoins qui n'étaient pas réalistes, voire à essayer de rassembler dans un paquet des objectifs qui étaient contradictoires, donc à vouloir faire, on va dire, le mouton à cinq pattes qui n'était pas réalisable, ou alors ils n'étaient pas assez à l'écoute et du coup, ils n'étaient pas assez en prise avec effectivement le besoin du client. Ils avaient peut-être tendance des fois aussi à faire un projet qui était très abouti, mais inadapté vraiment aux besoins du prospect, parce qu'ils n'avaient pas assez écouté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai identifié au sein de son équipe justement une personne qui avait cette capacité, une archi qui avait vraiment cette capacité à jongler, là encore, avec cette dualité entre d'un côté suffisamment d'écoute pour quand même être bien entendre les besoins du prospect, mais en même temps, à un moment donné, savoir freiner pour dire attention, là, je vous fais observer que peut-être ça va au-delà de ce qu'on est capable de faire, de ce qui est possible, et peut-être que dans certains de vos besoins, il y en a qui sont contradictoires. Et donc, en fait, on a mis en place avec cette dirigeante et cet architecte un programme d'accompagnement. Et c'est la jeune architecte qui avait vraiment cette capacité-là qui a joué le rôle de mentor interne pour l'ensemble de l'équipe et pour les aider en fait à s'habituer, s'acclimater et à cette dualité, à cette contradiction et à conforter cette nouvelle compétence à long terme. Et aujourd'hui, en fait, le programme de montée en compétences est une réussite. Et du point de vue de la dirigeante, ce qui est important à savoir, c'est que cette jeune architecte, elle n'était pas vraiment identifiée. Elle n'avait pas de talent particulier, tout simplement parce qu'elle se fondait dans le groupe, elle se fondait dans la masse. Pourquoi? Pour ne pas paraître trop bizarre, pas ne paraître comme le vilain petit canard, d'une certaine façon. Voilà, ça c'était pour mon exemple sur l'architecture. Et puis j'ai un autre exemple dans le domaine du retail. Alors c'était dans le domaine du prêt-à-porter. C'est un directeur commercial dans une enseigne nationale de prêt-à-porter avec une cinquantaine de magasins, une cinquantaine de directeurs de magasins. Et il avait besoin on va dire, d'accompagner le changement dans son organisation interne avec concrètement le but, c'était de donner plus d'autonomie aux directeurs parce qu'il sentait bien que dans chacune des régions, dans chacune des villes, il y avait des besoins qui étaient très spécifiques, il y avait des agendas qui étaient différents, il y avait des clientèles qui pouvaient être un peu légèrement différentes et donc chaque directeur les connaissait bien, leurs clients, et ils avaient besoin de créer, on va dire, à la fois une politique commerciale et des événements qui soient adaptés à leur clientèle spécifique, à leur implantation géographique en quelque sorte. Mais de l'autre, il avait aussi besoin de plus de cohérence dans la façon d'assurer leur reporting, d'être plus à l'écoute aussi du siège sur des méthodes managériales parce que chaque directeur avait vraiment monté, on va dire, son équipe de toutes pièces et donc le management était un peu à l'image de chaque directeur et forcément il y avait des choses bien mais il y avait des choses qui étaient moins bien. Donc il y avait là encore cette dualité, d'un côté dans cette transformation, d'un côté besoin de laisser plus d'autonomie, mais de l'autre le besoin de renforcer, on va dire, la synergie et la cohérence.
Et là encore, eh bien, j'ai identifié parmi les 50 directeurs 2 qui avaient vraiment cette capacité à jongler sans difficulté entre les deux et avec cette apparente contradiction. Ils avaient en fait aussi une forme un peu d'ouverture à tout ce qui était nouveau, une curiosité naturelle. Ils étaient en permanence à l'écoute des meilleures pratiques, que ce soit en interne ou externe. Donc tous ces signaux me faisaient dire qu'effectivement, ils auraient certainement cette capacité à, on va dire, s'approprier ces 2 nouveaux objectifs. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai fait tester un parcours d'accompagnement spécifique à ces 2 directeurs, mais surtout, je les ai formés pour devenir des formateurs internes de la société. Et donc, du coup, c'est eux qui ont fait prendre conscience à l'ensemble des directeurs que cette apparente contradiction de la part du siège, c'était finalement pas un problème. Et l'un d'eux, en fait, est devenu ensuite chef de projet de transformation pour le compte du groupe. Et là encore, ces 2 directeurs, ils n'étaient pas tellement identifiés, identifiables, visibles dans l'entreprise. Ils étaient, comment dirais-je, un peu noyés dans la masse, là encore. Ils avaient des bons résultats, mais en fait, c'était ceux qui parlaient le moins dans les réunions commerciales. Et donc, le directeur commercial global ne les avait pas du tout identifiés comme des personnes potentielles capables de faire bouger les lignes sur ce projet complexe, ce projet de transformation. Voilà, alors je pense que juste pour terminer sur le contenu, avant de revenir à vos préoccupations, quelques conseils. Comment identifier les experts à la complexité? Alors je suis désolé, ça s'affiche tout d'un coup, mais la première, c'est d'identifier des personnes qui semblent originales, je dirais presque décalées, et même parfois difficilement compréhensibles, soit dans leur langage, qui est souvent complexe, soit justement dans leur façon d'exprimer les idées, des idées qui sont parfois un peu complexes, mais qu'ils expriment de façon rapide. Et donc, tout ça fait que, effectivement, c'est un premier signal faible, si j'ose dire, que c'est probablement vous avez affaire à un expert de la complexité. Deuxième critère, c'est des personnes qui sont capables de basculer d'une option à l'opposé en peu de temps, et du coup, qui peut-être semblent ne pas savoir choisir. Alors ça, j'insiste bien sur semble ne pas savoir choisir, parce qu'en réalité, ils savent choisir, mais ils se laissent la possibilité d'opter pour une option ou pour l'autre jusqu'au dernier moment, en fonction de ce qui va leur sembler être le plus pertinent. Alors, ça peut être extrêmement inconfortable pour, on va dire, la plupart des personnes, mais pour eux, ce n'est pas une difficulté. Si vous repérez cette capacité-là, c'est probablement que vous avez affaire à un talent de la complexité. Autre point, c'est qu'ils apprennent en général vite, ils comprennent vite, ils raisonnent vite. Et c'est justement leur vitesse qui fait leur capacité à naviguer entre un opposé et l'autre. Et souvent, le quatrième point, ce sont des personnes éclectiques qui s'intéressent à 1000 choses et qui, du coup, semblent s'éparpiller. Alors, là, pour le coup, c'est un peu moins semblé. Effectivement, ces talents de la complexité ont tendance à s'éparpiller, c'est une réalité, mais cet éparpillement est en fait une vraie ressource pour justement être capable de gérer des pelotes de laine un peu mélangées et de savoir tirer à un moment donné le bon fil de laine de la pelote. Et puis enfin, le dernier point, mais ça je vous l'ai déjà évoqué pas mal, ils sont à l'aise, voire très à l'aise avec la dualité, avec les contraires, avec les antagonismes, avec les opposés, les polarités opposées. Voilà, alors moi j'en ai fini pour cette partie de contenu, il nous reste une petite vingtaine de minutes, donc je voudrais revenir à vos projets et essayer de répondre un peu à toutes vos attentes que vous avez pu exprimer. Entre-temps, il y a pas mal de monde qui est arrivé, donc pour celles et ceux qui ne sont pas arrivés au début, ce serait bien de me réexprimer peut-être votre attente vraiment particulière. Alors, je remonte un petit peu dans le chat pour voir les messages que j'ai loupés. Donc, ok. Alors, bon, j'ai vu déjà qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient OK pour échanger leur mail. Voilà, donc du coup, je vous mettrai en contact et peut-être que vous ferez affaire entre vous, il n'y a aucun problème. Comment un recruteur, bon, Barbara, peut repérer ces profils atypiques très adaptables et capables de beaucoup? Eh bien, d'une certaine façon, je pense que j'ai en partie répondu. Et peut-être que ce serait bien de me dire, Barbara, s'il y a besoin d'aller un cran plus loin.
Et question inverse, comment se présenter pour que le recruteur sente bien qui on est et capable de beaucoup plus que ses attentes? Alors, je ne sais pas si c'est forcément l'attente principale de ce webinaire, parce qu'on a affaire, je pense, j'ai affaire aujourd'hui à un certain nombre de dirigeants managers qui recherchent des talents. Mais je dirais que le point clé, c'est déjà de s'exprimer de la façon la plus concise et la plus directe possible, parce que quand on est un talent de la complexité, souvent, notre défaut, c'est d'être un peu trop complexe dans notre expression, et du coup, on finit par perdre nos interlocuteurs. Céline, oui, j'ai été toujours atypique aux yeux des autres et super adaptative. C'est pour cette raison que j'ai, dans une première partie de vie, été psychothérapeute. D'accord. Maintenant, challenge pour moi. Après la vente de mon cabinet, exprimer ma passion de l'habitat et rayonner. OK. Alors, Enzo, bonjour. Ces profils s'orientent souvent vers des postes de chef de projet transformation. Oui, alors c'est vrai que les fonctions de transformation s'adaptent très bien à ces profils. Les fonctions de transformation, les fonctions de chef de projet, d'une façon plus générale. En fait, dès lors qu'on parle de projet, on parle de complexité. C'est presque on va dire un pléonasme de parler de projet complexe. Le projet, c'est justement une vision transverse par rapport à une organisation qui est verticale. Donc, de fait, les personnes qu'on trouve comme chef de projet, eh bien, sont particulièrement adaptées à ces talents-là, aux talents de la complexité. Où les trouve-t-on? Car j'ai un business à leur proposer. Alors, très bien. Donc, on les trouve un peu partout, Cyril. En fait, il y en a un peu partout. Et je dirais, en principe, dans une entreprise de 100 personnes, il y en a au moins 2 ou 3, voire peut-être 4 ou 5. Ça dépend un peu de la nature de l'activité. Si on est dans une activité de type ingénierie, il y a des chances qu'il y en ait plutôt peut-être 5 ou 10 sur une entreprise d'une centaine. Donc, toute la question, c'est de savoir les identifier. Donc, c'était un peu la diapo que je vous montrais juste avant. Les personnalités originales, décalées, etc. Donc, je ne vais peut-être pas revenir là-dessus, mais Cyril, est-ce que j'ai bien compris votre question sur où on les trouve? Et est-ce que j'ai répondu du coup au travers de ma diapo précédente? Ça m'intéresserait de savoir. Alors, je ne sais pas si Cyril est là et s'il peut me répondre. Christophe, en attendant, Christophe, tu as posé une question, je suppose. Non, je vois une réponse de Christophe, mais je ne vois pas de question. Donc, Cyril, si c'est possible de me dire si j'ai répondu, si j'ai bien compris ta question et si j'y ai répondu. Alors, effectivement, Christophe, tu confirmes, plus que de les identifier, les mettre en valeur et participer à leur émergence. Exactement. Voilà. Donc, effectivement, ils peuvent être en interne. Et dans ces cas-là, quand ils sont en interne, c'est de les identifier et de savoir les mettre en valeur. Alors, les mettre en valeur, c'est de savoir justement leur proposer des postes qui sont adaptés. C'était un petit peu ce que j'évoquais juste avant. Mais c'est aussi de leur confier une autonomie et de les aider sur la confiance en soi de façon un peu plus élevée que la moyenne des collaborateurs, des autres collaborateurs. Les autres collaborateurs vont peut-être en moyenne avoir moins besoin d'autonomie ou moins besoin qu'on les rassure, qu'on les conforte dans leur confiance en soi, parce que ces talents de la complexité, encore une fois, ont tellement de capacité de remise en cause que du coup, ils vont se remettre en cause un peu trop. Alors, le problème est que rapidement, on leur demande de rentrer dans les cases de l'organisation standard et là, ça coince généralement. Oui, alors ça coince, sauf, Christophe, si on a mis en place des managers intermédiaires qui ont, je dirais, à la fois une ouverture et presque une formation à ces talents de la complexité. Et là, j'ai un exemple très concret à donner d'une entreprise qui était là aussi, ça devait être dans le domaine du retail, oui, c'est ça. Donc je ne peux pas donner son nom, mais où je me souviens très bien de ce manager qui avait en son sein plusieurs talents de la complexité et ça marchait super bien. Et en fait, qu'est-ce qui faisait que ça marchait super bien? C'est qu'il avait cette sensibilité-là
il s'y était intéressé, il avait lu des bouquins sur le sujet, il avait suivi des conférences, et du coup, il avait compris, en fait, tout simplement, il l'avait fait parce qu'il avait une personne comme ça, il ne comprenait pas pourquoi il n'arrivait pas bien à la manager, et du coup, il s'est vraiment ouvert à ça. Donc ça, cette question du management intermédiaire, elle est vraiment essentielle. Oui, alors Céline, leur proposer des projets innovants, ils font avancer l'entreprise et la société, bien évidemment. Voilà, il faut rentrer dans le moule. Alors, j'ai pas vu Cyril me répondre. Donc, est-ce que il y a d'autres personnes pour qui je n'ai pas répondu? Alors, on va remonter peut-être dans le chat. Kauter, peut-être, est-ce que c'est possible de me dire si j'ai répondu à tes attentes? On en a parlé un petit peu en début de webinaire. Moi, ce à quoi je pensais, donc pour toi, Kauter, qui a cette difficulté un peu à ne pas perdre du temps avec ceux qui ne sont pas tes futurs collaborateurs ou tes futurs associés, eh bien, je dirais qu'un des points clés, c'est de faire confiance à tes capteurs. Tu as de bons capteurs pour identifier les personnes avec qui ça marcherait bien ou identifier des personnes qui seraient de véritables, qui auraient cette empathie, cette ouverture aux personnes âgées. Mais peut-être que toi, ton empathie à toi, fait que tu n'oses pas, on va dire, couper la relation suffisamment vite en disant de toute façon, ça n'ira pas plus loin. Donc, de mon point de vue, il y a peut-être quelque chose de ça. Et puis, par rapport aux personnes qui viennent te voir, c'est de savoir expliquer, on va dire rapidement, le sens, au sens de l'utilité du travail que tu vas leur proposer, parce que tu as affaire à des personnes qui sont non cadres, qui ont peut-être un niveau de motivation qui est faible. Peut-être que tu connais cette fable des casseurs de pierre, hein, attribuée à Charles Péguy, où en fait, on peut voir son métier de casseur de pierre comme une horrible tâche terriblement dégradante, ou tout simplement voir qu'on contribue à construire une cathédrale. Eh bien, c'est la même chose dans ce métier. D'une certaine façon, contribuer au troisième âge, c'est contribuer peut-être au bien-être, à son futur bien-être, puisqu'on va tous y passer à ce troisième âge. Alors, pendant ce temps-là, il y a peut-être d'autres messages sur le chat. Je vois qu'il y a non, car c'est une chose de les définir, mais une autre de trouver la ruche. D'accord, Cyril, je comprends. Alors, trouver la ruche, c'est-à-dire, est-ce que c'est une ruche interne ou est-ce que c'est une ruche externe, Cyril? Ou dites autrement, peut-être, Cyril, vous êtes peut-être dans un domaine de recrutement, tout simplement, et auquel cas, c'est forcément un externe. Donc, si je comprends bien, c'est trouver les bonnes sources de talent, de complexité. Est-ce que j'ai bien compris? Externe, d'accord, merci. Donc, j'ai envie de dire, là encore, ils sont partout. C'est la même chose que pour l'interne. Il n'y a pas de source de talent complexe. Par contre, il y a une chose, c'est que un certain nombre d'entre eux ont, on va dire, une appétence particulière pour l'entrepreneuriat. Et donc, on va les trouver notamment par des profils de type freelance, indépendant, et tous ces termes qui d'ailleurs sont compatibles hein, avec une autre mission de salarié en même temps. D'ailleurs, ça leur plaît assez souvent, hein, les talents de la complexité, de faire plusieurs choses à la fois. Donc, pour les trouver, les ruches, c'est un peu les ruches, mais pas des ruches de salariés habituels. Donc, il faut aller chercher dans les ruches inhabituelles. Et encore une fois, la ruche des indépendants et des freelances, c'est une ruche intéressante parce que tôt ou tard, ce sont des talents qui vont s'y essayer et qui vont tenter des choses dans ce domaine-là. Ça ne marchera peut-être pas, mais ce sera visible sur leur profil. Voilà, donc Cyril, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai répondu à votre attente? Ok, très bien, super. Alors pendant ce temps-là, il y avait un autre message. Christophe, sur la base de mon expérience, j'ai la faiblesse de me considérer en recherche de complexité. Ouais. La personne est à la recherche du challenge, pas des responsabilités liées à la progression vers du management. Oui, le problème est l'employabilité de la personne une fois le projet complexe accompli. Alors, oui et non, parce que j'ai envie de dire que
une entreprise, une organisation qui, à un moment donné, lance un projet, a de fortes chances, en tout cas de forts intérêts, de mon point de vue, à lancer de nouveaux projets derrière. Alors, à moins que peut-être, ce serait peut-être intéressant de me dire, Christophe, si tu peux me préciser dans quel contexte tu es et en quoi le fait que le projet soit terminé signifierait nécessairement qu'il n'y ait plus du tout d'autres projets. Après, l'autre recommandation que j'ai, ce sont des personnes qui sont tellement adaptables que, en général, elles sont très contentes de retrouver un projet, même si c'est pas dans la même entreprise. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi raisonner, pas seulement dans son entité. Alors, certes, c'est des modèles qui sont peut-être pas forcément habituels, qui sont pas forcément très faciles à mettre en place, de faire switcher d'une entreprise à l'autre, hein. Il y a toujours cette question du statut, etc. Mais de mon point de vue, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable par des talents de la complexité. Donc, est-ce que j'ai répondu correctement, Christophe? Ouais, effectivement. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose que nous, en tant que dirigeants, managers, on doit mettre en place. Cette facilité, cette fluidification un peu de l'organisation pour être capable de faire switcher une personne d'une entité à une autre. Alors, c'est possible quand c'est un grand groupe parce qu'il y a toujours beaucoup d'entités, mais quand c'est une PME, bah forcément, c'est un peu plus compliqué. Alors, je vois que le temps avance, il nous reste 5 minutes. Donc, tout au long de la vie de l'entreprise, il y a toujours des situations complexes. Prenez un couteau suisse qui pourra switcher d'un service